Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Vous êtes à ma droite. Moustapha Faye, est-ce que vous avez encore un souvenir précis de votre journée du 1er août 2019? C'était il n'y a pas très longtemps. Je ne me souviens pas ce que j'ai fait. Alors, je le disais parce que c'était le lendemain. De mon départ à la retraite. Alors, le 31 juillet 2019, vous aviez fait valoir vos droits à la retraite. Ça va être la première rentrée scolaire cette année que vous observerez certainement de loin. Je ne sais pas si ce sera avec anxiété ou en vous disant « Ouf, débrouillez-vous pour ce que j'ai vécu ». Je cherchais encore les cheveux blancs sur votre tête, je n'en ai pas trouvé. Ça n'a pas dû vous éprouver quand même toutes ces années à l'éducation nationale. Abdoulaye, pour dire vrai, je n'ai pas d'angoisse particulière. Peut-être que j'utilise ça pour quelquefois refuser les sollicitations de la famille en leur disant que maintenant, demain à la terre. Je dis souvent aux petits-enfants, à ma petite fille cadette, qu'après 33 ans de loyaux service, l'État m'a jeté dehors avec une pension assez maigre. Ça, je le dis pour farcer, pour te dire que j'en fais un sujet de farce pour égayer. Ça signifie simplement que je n'ai pas d'angoisse. Et pour dire vrai qu'avant même d'aller à la retraite, j'avais beaucoup de propositions de boulot. Et depuis le 31 juillet, j'ai commencé à travailler ailleurs. Donc, je ne vais pas regarder le début de l'année scolaire à la fenêtre. Je serai là-dedans, mais dans une autre expérience. Vous êtes en face de Diamé Diouf, je reviendrai tout à l'heure sur les présentations, mais cela nous ramène peut-être à un débat qu'on ne fera pas ici, sur peut-être la retraite de gens qui peuvent encore servir, qu'on peut encore utiliser autrement, mais il faut bien partir à la retraite. Heureusement qu'il y en a qui partent à la retraite et qui peuvent nous en parler, ce n'est pas le cas de la mort. Personne n'est encore jamais revenu pour nous dire comment c'était. Merci en tout cas d'être avec nous. On n'avait jamais autant parlé, mesdames, messieurs, de Cheikh Anta Diop en dehors de l'hommage annuel de sa disparition tous les 7 février. Cheikh Anta Diop, faut-il le rappeler, est mort en 1986 à l'âge de 63 ans. Dans la communauté scientifique, ces thèses sont très peu reprises, il faut le dire, parfois même controversées, il faut l'avouer. Mais toute sa vie a été consacrée à montrer l'apport de l'Afrique à la culture, à la civilisation mondiale. Finalement, on ne le connaît que très peu en dehors des milieux intellectuels et élitistes. Et pourtant, c'est celui qui a peut-être le plus travaillé pour vulgariser le savoir auprès des masses laborieuses, notamment par ses recherches sur le Wolof, une langue nationale, et la nécessité d'introduire nos langues dans notre système éducatif. Les 3/4 d'heure de cette émission à 50 minutes ne suffiraient certainement pas à parler de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, revisité par Boris et Bachir, ils me pardonneront certainement cette familiarité, Boubacar Boris Diop et Souleymane Bachir Diagne. 2 brillants esprits sénégalais que le monde nous envie certainement, vivement que l'échange se poursuive. Et ce propos militant est pour s'approprier Mao, je parle face à un philosophe, que 100 écoles rivalisent, que 100 fleurs s'épanouissent. L'école de la République, justement, il en sera beaucoup question dans quelques semaines. L'école de la République chahutée aussi, bousculée par un phénomène nouveau, mais finalement pas si nouveau que ça, la laïcité, un concept aussi vieux que notre première République, de notre première constitution en 1958, disent les historiens. Pour parler de façon plus terre à terre, j'évoque le foulard de la controverse à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, 22 élèves interdits de cours pour avoir porté un foulard islamique pour le coup et qui ne serait pas conforme au règlement intérieur de l'établissement selon l'administration de l'école. Mes invités, nous avons fait connaissance tout à l'heure avec Moustapha Faye, philosophe de formation, fraîchement retraité de l'éducation nationale en étant proviseur du lycée de la Fosse, et aussi M. Diamé Diouf, bonjour. Bonjour Abdoulaye Cissé. Diamé, vous êtes conseiller technique à la présidence de la République en charge de l'éducation et de la formation. Vous êtes conseiller donc du président de la République et sans vouloir trahir le secret des multiples notes que vous avez certainement fait au président dans cette affaire, on en est sorti par un compromis sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale. À la surprise de certains, ce communiqué du ministre dit
que le contentieux est soldé pour cette année. Est-ce qu'on devrait s'en arrêter là? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon compromis pour un problème qui dure depuis 2011, qui s'est posé, qui s'est reposé en mai 2019 sur le même foulard et qu'on règle encore cette année en 10 ans pour l'année scolaire 2019-2020? Merci beaucoup, Abdoulaye Cissé. Vous me permettrez d'abord de saluer Moustapha Faye, qui est un collègue. Quand je dis collègue, dans le cadre de l'enseignement, je suis enseignant et également lui, il est enseignant. Donc, c'est un collègue. Et rendre hommage à son esprit, rendre hommage également à ce qu'il a fait pour l'école sénégalaise. Parce que vous avez rappelé tout à l'heure qu'il vient de prendre fraîchement sa retraite. Mais je dis que la retraite n'est qu'un état d'esprit, en fait. On prend un peu de recul pour mieux sauter. Et heureusement que lui, il le perçoit ainsi. Je voudrais vraiment marquer cet hommage à l'endroit de M. Faye. Et puis dire qu'il est toujours là au service de l'école, au service de la République. Maintenant, pour venir à votre question, je dois avouer très sincèrement que cette question qu'il est communément appelée l'affaire Institution Sainte-Jeanne d'Arc ne devait pas arriver à ce niveau-là. Pour moi, ça ne valait pas la peine parce que le système éducatif sénégalais est doté d'outils et de ressources pour que véritablement cette question puisse être traitée, même à un niveau inférieur qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je le dis parce que les établissements, que ce soit les lycées, sont sous la tutelle de l'académie, de l'inspection d'académie. Et pour moi, je pense que cette question pouvait même être réglée au niveau de l'inspection d'académie. Mais bon, dans le principe, il n'y a pas de péril en la demeure, dans ce sens que les acteurs concernés, les acteurs impliqués ont discuté et ont trouvé un accord. Vous avez parlé de compromis. Si vous voulez, je pense que même un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon procès. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut simplement se réjouir du fait que, véritablement, nous sommes arrivés à s'entendre sur l'essentiel et que ceux qui, en tout cas, étaient victimes de cette incompréhension-là puissent être réintégrés. Maintenant, pour l'année 2019-2020, je pense qu'en réalité, le système éducatif, c'est par année. Parce que l'inscription ne peut pas être pour 2 ans ni pour 3 ans. On s'inscrit pour une année. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Ils sont autorisés à s'inscrire pour cette année. Maintenant, l'année prochaine, bien entendu, ceux qui passeront en classe supérieure vont aller en classe supérieure. Ceux qui, en tout cas, pour une raison ou une autre, ne seront pas permis à reprendre la classe. Je le disais juste en pensant au même contentieux qui était là en mai 2019. On était presque à la fin de l'année académique de la dernière. Le même problème se repose encore. On a perdu beaucoup de temps et surtout raviver une tension. Est-ce que la solution, ce n'était pas de définitivement dire ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire pour qu'on ne revive pas la même situation l'année prochaine? Puisque si on réfléchit année académique par année académique, rien n'empêche à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, si c'est le cas, de revenir sur le même problème l'année prochaine. Je pense que aussi les leçons apprises doivent servir à quelque chose. Et je pense que de ce point de vue-là, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc a appris des leçons de cette incompréhension et le ministère également a appris des leçons de cette incompréhension-là. Dans votre bande-annonce, vous avez un peu parlé de l'école sénégalaise à l'épreuve de la laïcité. En vérité, moi, je poserais la question autrement. C'est plutôt l'école sénégalaise à l'épreuve des périls sociaux, que sont l'intolérance,
l'insoumission, que sont évidemment le manque d'ouverture, de communautarisme, l'ignorance, mais également la tentation de la dictature de la majorité. Ça aussi, il faut pas l'occulter, parce que quand même, c'est un péril qui nous guette. Et de ce point de vue-là, je pense que nous devons prendre conscience de la situation et agir vite. Il y a aussi la singularisation. Je pense que quand on est dans une communauté également, la singularisation, quelque part appuyée, peut poser problème. C'est vrai que dans la société sénégalaise, nous avons une société à plus de 90% de musulmans. Je pense que là également, il faut vraiment manier avec doigté les concepts, mais aussi les attitudes, les comportements. Ce que je veux dire, c'est que trop de susceptibilité, en tout cas, peut quelque part poser des problèmes. Et c'est pourquoi, dans ce sens-là, je pense que l'opinion nationale et internationale et ceux qui l'animent, en tout cas, doivent faire attention à la propagande inutile, à l'activisme et un peu à la démagogie. Parce que dans cette affaire, il y a un groupe de personnes qui, à mon avis, se nourrissent de la polémique, qui a un peu essayé d'attiser, de jeter un peu de l'huile sur le feu alors qu'il n'en valait pas la peine. L'autre groupe a essayé tant bien que mal d'apaiser ce qu'il fallait et ce qu'il faut appuyer fortement. Et bon, l'autre groupe était dans la victimisation. Je pense que ça également, peut-être à juste titre dans une certaine mesure, mais les uns dans les autres, je pense que ce qui importe pour nous, c'est la cohésion nationale. Ce qui importe pour nous, c'est le vivre ensemble. Et n'importe quel citoyen pris isolément doit savoir que son projet de société, l'unique et essentiel projet de société que nous avons, c'est le vivre ensemble. Parce que c'est ce vivre ensemble-là dans l'harmonie qui va nous permettre, en tout cas, de se développer, qui va nous permettre de consolider la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. La paix au Sénégal est une denrée rare que nous devons préserver et conserver. Je ne pense pas que ce malentendu entre l'institution Sainte Jeanne d'Arc et les textes, j'allais dire, parce que pour moi, ce n'est pas un malentendu entre l'institution Sainte Jeanne d'Arc et le ministère. C'est peut-être une incompréhension ou une interprétation des textes, peut-être qui a abouti un peu à cette histoire malheureuse. Et je pense qu'on ne revivra pas en tout cas cette affaire. Et c'est pourquoi donc je pense que tout le monde doit accompagner cet accord-là, le consolider et travailler dans le sens de la construction de la paix. Moustapha Faye, vous l'avez vécu comment? Est-ce que comme Merci. certains... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé à Sainte-Jeanne d'Arc. Je dois d'abord rappeler à Ablaye que moi, je suis un produit de l'enseignement privé catholique. J'ai fait l'école privée catholique à l'élémentaire, ensuite le moyen au collège Saint-Gabriel. Je n'ai connu l'enseignement public qu'à partir de la seconde, première terminale et l'université. Je marque ma reconnaissance au privé catholique. Je n'ai jamais vécu de l'ostracisme dans toutes ces écoles-là. Dans toutes les écoles catholiques au Sénégal, les Sénégalais et les Sénégalaises étudient dans l'harmonie, dans le respect mutuel. Ça, il faut le marquer. Quand je dis que je n'ai pas compris, il y a quelques années, le débat s'est posé avec Hyacinthe Thiandoum. À l'époque, j'avais fait un papier pour un journal en ligne. Je crois que ça a commencé dans les années 90, 89 au collège d'Épinal, ensuite à Gabriel Chavez. Alors, permets-moi de rappeler cela. À Gabriel Chavez, c'est un collège où il y avait 876 élèves. Les 500 étaient musulmans et 25 nationalités. Donc, je peux comprendre que dans ce contexte-là, les Français
se sentent agressés dans leur culture. Quand ils voient autant de musulmans dans leur environnement, et la remarque qu'il faisait, c'est qu'il y a une extériorisation excessive de l'appartenance religieuse. Ça, on peut le comprendre sans l'accepter, sans le justifier. Mais au Sénégal où nous sommes 95% de musulmans, où nous devrions construire un système éducatif pour promouvoir nos valeurs, et c'est ça que dit la loi d'orientation dans son article 1er et dans l'alinéa 2, faire un système éducatif pour promouvoir les valeurs. Le port du voile est une valeur au Sénégal, avant même d'être une valeur musulmane. Il est conseillé aux femmes de porter un mouchoir de tête. Je crois que dans ces conditions-là, je ne vois pas la raison qui pourrait pousser à interdire le port du voile à l'école. Vraiment, je n'ai pas compris cela. Je ne vois. Ensuite, quand nous avons des problèmes, nous aurons des difficultés dans notre comment vouloir de vivre ensemble. Nous aurons des conflits. Mais ce qui permet de trancher sur ces conflits-là, c'est les textes que nous nous sommes donnés librement. Et dans ces textes-là, en ce qui concerne l'école, il y a d'abord la Constitution du Sénégal et la loi d'orientation qui doit primer sur tout règlement intérieur d'une école. Je crois que c'est un mauvais débat. C'est une polémique qui ne se justifie pas. Heureusement que le génie sénégalais, qui sait toujours trouver des compromis, est arrivé à une solution que je souhaite pérenne. Cela vous satisfait qu'on le circonscrit juste à cette année? Je crois qu'on a... vous savez, dans ces questions-là, il y a aussi une bonne dose de diplomatie. Moi, je crois que c'est de la diplomatie et que nous avons trouvé une solution pour de bon. C'est la contradiction du philosophe. Je crois sincèrement... Vous édictez tout à l'heure pour qu'on applique les textes en faisant référence à la Constitution et la loi d'orientation. Est-ce qu'il y avait encore de la place à cette massacre? Ah oui, il y a de la place dans tous les domaines pour la concertation. Quand les gens se concertent, expliquent, comprennent, on trouve beaucoup plus facilement une solution. Moi, je suis pour une solution concertée qu'une solution imposée. Et le conseil du président l'a dit tout à l'heure, il a fait allusion aux extrémismes. Il ne faut pas qu'on donne la voix à l'extrémisme. Et je crois que Jeanne d'Arc a failli donner une ouverture à l'extrémisme. Nous avons toujours eu la possibilité de faire reculer l'extrémisme par notre capacité à trouver des solutions, par l'exception sénégalaise qui consiste à vivre malgré la diversité religieuse, les diversités culturelles, à vivre dans la paix et l'harmonie. C'est au Sénégal seulement, je crois, qu'on trouve des cimetières mixtes, qu'on va à l'église quand on perd un parent musulman, un parent chrétien quand on est musulman, etc., etc. Donc je crois que cette question-là, après le compromis, il faut continuer à en discuter pour trouver une solution, pour consolider le compromis trouvé. Est-ce que l'école publique est secouée par ce genre de difficultés nouvelles, bien entendu, sur l'extrémisme, le communautarisme? Est-ce que ça existe encore aussi à l'école publique? Oui, il y a de plus en plus, on remarque que dans l'école sénégalaise,
la naissance de groupes qui appartiennent à telle ou telle religion, qui appartiennent à telle ou telle confrérie, mais ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Il y a des daïras qui organisent des activités en dehors des heures de cours, ça ne pose aucun problème. À ma connaissance, je n'ai pas vécu, j'ai fait quand même 16 ans d'administration scolaire, je n'ai pas vécu de problème sérieux. Une seule anecdote. Oui. Je me souviens, quand j'étais proviseur dans le lycée, d'une discussion entre deux élèves. L'une a demandé à l'autre d'enlever sa croix. Mais la réplique ne s'est pas fait attendre. Enlève aussi ton ndiel. C'est la seule anecdote que je pourrais rappeler dans ce domaine-là. Diamé Diouf, Moustapha Faye, certains ont presque dit que c'était un problème de riches par rapport avec les moyens qu'il faut payer pour entrer dans cette institution Sainte-Jeanne d'Arc, mais parce que c'était un problème qui ne concernait pas la grande majorité des élèves sénégalais qui vont faire leur rentrée scolaire dans quelques semaines. On a l'impression que tout est à faire justement puisqu'il y a des facteurs qui sont là chaque année liés à l'hivernage, l'occupation des écoles, le désherbage, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes très bien placé, Diamé Diouf, pour nous en parler. À quoi va-t-on aller dans les semaines à venir pour ces milliers, ces centaines de milliers de jeunes écoliers qui vont devoir retrouver les salles de classe? Oui, Abdoulaye, permettez-moi d'abord de rebondir un peu sur ce que le proviseur Faye a dit tout à l'heure par rapport à la laïcité. En vérité, c'est un débat que nous avons importé. Cette polémique-là est une polémique importée. C'est pourquoi je dis que ça ne devait même pas avoir lieu. Parce que, en réalité, au Sénégal, est-ce qu'on peut véritablement parler de séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux? C'est ça la question. Notre modèle n'est pas comparable au modèle français. Je rappelle simplement que le catholicisme en France était la religion de l'État. Et vous avez vu qu'au XVIe siècle, quand le protestantisme est apparu, ça a conduit une guerre entre les catholiques et les protestants. Nous n'avons pas cette histoire sanglante. Notre histoire est fondée sur la paix. C'est pourquoi je pense que cette question-là, c'est vrai, ça se manifeste de plus en plus, mais ça intéresse tout le monde quand même. En ce sens que nous devons faire attention. Nous devons faire attention pour véritablement barrer la route à tout ce qui peut contribuer en tout cas à déstabiliser véritablement notre société. Absolument. Maintenant, cela m'amène à répondre un peu à votre question. C'est vrai, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire prochaine. Globalement, nous sommes sur la bonne voie, sur les rails comme on dit, parce que si actuellement nous discutons avec les syndicats, avec les acteurs, et pour le moment il n'y a pas encore de récrimination majeure, je peux dire que nous sommes dans de bons rails. Cela n'occulte en rien les difficultés, parce que quand même, il faut le dire, l'école sénégalaise a traversé pendant des dizaines et des dizaines d'années des difficultés. Donc, les difficultés se sont amoncelées à un moment donné de son histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, il est extrêmement difficile de régler tous les problèmes de l'école en un laps de temps. Je dirais simplement que c'est un processus que nous avons engagé, c'est un processus que les acteurs doivent soutenir et véritablement qui doit nous conduire à la pacification définitive de l'espace scolaire et universitaire. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines de cela, le Haut Conseil du dialogue social a organisé sa session de pré-rentrée avec les différents acteurs, la société civile, les syndicats d'enseignants, les départements ministériels concernés, et tous ensemble, nous avons passé en revue l'ensemble des accords contenus dans le protocole du 30 avril 2018.
il y a eu énormément de progrès, de grands pas ont été franchis. Cependant, il reste des choses à rendre effectives. Et de ce point de vue-là, je pense que cette rencontre-là, nous sommes sortis de cette rencontre-là, en tout cas avec beaucoup d'espoir. Et c'est le lieu pour moi de féliciter Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Madame Innocence Ntap Ndiaye, qui fait un travail remarquable dans le sens de la consolidation du dialogue social. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, demain, lundi 16 septembre, le ministère de l'Éducation nationale va ouvrir sa séance de pré-rentrée scolaire. Au cours de cette séance, véritablement, les acteurs seront appelés à échanger encore, à discuter et à arrêter des recommandations qui, de commun accord, à l'ouverture des classes, vont être observées par les acteurs. Maintenant, physiquement et compte tenu de la circonstance, de la conjoncture, il faut le dire, l'hivernage, les pluies, etc., n'ont pas manqué de causer quelques problèmes ça et là. Mais ça également, nous pouvons dire dans une certaine mesure que c'est un mal nécessaire. Parce qu'effectivement, il y a 20 ou 25 jours en arrière, nous tous nous étions inquiets parce que la pluie n'a pas été au rendez-vous. Maintenant que la pluie est au rendez-vous, bon, il y a des dégâts causés ça et là qui peuvent impacter, en tout cas dans certaines localités, la rentrée scolaire. Mais je pense qu'ensemble, si on s'y met, je pense qu'on peut juguler certaines difficultés et avoir une année scolaire, en tout cas, apaisée. On fait quoi du concept galvaudé, Ubitei Djangtei, il arrive à maturité quand même, on va y arriver? Ah oui. Le concept Ubitei Djangtei fait ses grands pas. En réalité, au début, c'était un peu une philosophie mobilisatrice. Au début, c'était ça. Aujourd'hui, tout le monde est mobilisé autour de ce concept. Dans certaines zones, il faut l'avouer, c'est un peu difficile compte tenu des réalités locales, mais cela ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise, l'idée est bonne et les acteurs, en tout cas, se mobilisent chaque année, depuis que ce concept est lancé, se mobilisent autour de ce concept et essaient de rendre effectif ce concept Ubitei Djangtei. En tout cas, pour l'essentiel, ce concept est de mise et que depuis qu'on a lancé ce concept-là, véritablement, les acteurs de l'éducation s'orientent résolument vers ce dispositif qui, il faut le saluer, parce que le concept nous est venu de la société civile en éducation. C'est le lieu de les féliciter, de les encourager dans ce sens. Ils font un excellent travail. Je pense que donc, l'un dans l'autre, si les acteurs se parlent et se concertent, nous pouvons aboutir véritablement à des solutions constructives pour notre école. Moustapha Faye, vous êtes aussi optimiste, rassuré que Diamé Diouf, surtout sur les problèmes structurels aussi Oui, je crois que nous avons de sérieux problèmes. Des problèmes d'infrastructure qui sont insuffisantes, des problèmes de maintenance. J'ai souvent dit que les lycées les plus fonctionnels au Sénégal, qui disposent d'aires de jeu, de terrains de sport, sont en délabrement. Ça, c'est un problème. Il faut, comme au début des années 90, une opération de restauration des établissements scolaires au Sénégal. C'est des lycées qui ont une très grande capacité d'accueil. Nous avons des problèmes d'assainissement. Si nous voulions jouer sur le quantum horaire, ce n'est pas possible. Si nous voulions jouer sur le quantum horaire, dire par exemple qu'on ouvre les écoles en septembre pour qu'il y ait suffisamment de temps de travail pour qu'on respecte 900 heures ou aller à 1200 heures, ce n'est pas possible parce qu'il y a dans beaucoup de villes du Sénégal, des classes où il n'est pas possible d'enseigner pendant l'hivernage parce que le toit n'est pas bon. Il y a des écoles qui sont inondées. Ça, c'est un problème. L'autre problème,
c'est le problème des ressources humaines dans l'éducation. Dans beaucoup de lycées de Dakar, il n'y a plus de surveillants parce que l'État a pris le parti de ne plus envoyer des enseignants, de ne plus affecter les sortants des écoles régionales, des écoles de formation dans Dakar. Ça pose un sérieux problème. Vous avez des surveillances, ça j'ai vécu, général qui gère 800 élèves avec un seul surveillant valide ou un surveillant valide et un non valide. Je vais vous raconter, j'ai tellement appelé pour demander des surveillants. Le responsable des ressources humaines m'a dit « Non, le conseil de santé ne m'a pas encore envoyé un enseignant. » J'ai éclaté de rire. Il m'a dit « Ah, je sais pourquoi tu ris. Mais c'est un problème. Quelqu'un qui n'est pas valide ne peut pas faire un travail de surveillance. C'est exigeant, le travail de surveillance. Nous avons des problèmes de déficit dans certaines disciplines. Nous avons des problèmes de sureffectif. Ça, il faut un autre focus sur l'école sénégalaise pour ramener la qualité. Et c'est possible. Et c'est possible. Ubbi tey jàng tey. Mais ça se fait au Sénégal. Au privé catholique, le premier jour de la rentrée, les enfants travaillent. Mais c'est des écoles fonctionnelles, le personnel est mis en place. Je suis sûr et certain que les sortants de la FASTEF, les sortants des écoles de formation d'instituteurs ne seront pas affectés avant la rentrée. Est-ce qu'avec ça, on peut faire du Ubbi tey jàng tey? Ça demande du travail en amont. Ça demande du travail. C'est-à-dire que c'est un slogan qui est venu de la société civile. Mais pour que ce soit opérationnel, c'est les autorités éducatives. Leur part de ce travail-là, il faut qu'il soit fait et à temps. Il faut que les enseignants soient affectés à temps. Et c'est possible. Moi qui vous parle, quand je devais prendre service, ma première année d'enseignement à Fatick, en septembre, j'avais mon salaire. C'était Iba Der Thiam qui était ministre de l'Éducation nationale. Je lui rends hommage. En septembre, déjà, j'avais mon salaire du mois d'août et du mois de septembre. Quand vous terminez à l'école normale, déjà, vous aviez un salaire. Cela n'est plus de mise. Vous êtes affecté. Parce que quand vous étiez normalien, instituteur, vous étiez professeur stagiaire. Après la bourse, c'était le salaire pour vous permettre de vous installer et de travailler. Ces jeunes enseignants-là iront dans leur poste de travail sans salaire, sans accompagnement. Est-ce que ces gens-là peuvent faire Ubbi tey jàng tey? Je crois qu'il convient qu'on retraite l'école. Je regrette de le dire d'une façon plus sérieuse. Diamé Diouf, est-ce que c'est des dysfonctionnements auxquels vous avez déjà réfléchi pour les résorber, pour que ces choses-là, quand même, soient juste des faits du passé? Oui, pour qu'on n'en soit plus à attendre 3 mois après le début de l'année pour penser à affecter les enseignants qui doivent rejoindre leur poste ou à les mettre dans des conditions leur permettant d'être opérationnels. Oui, Abdoulaye, vous savez, le proviseur Faye l'a bien compris, elle l'a bien dit. Il y a plusieurs niveaux dans le système éducatif sénégalais. Il a parlé des infrastructures, il a parlé des ressources humaines et d'autres problèmes C'est des constats qui sont déjà faits. Et par rapport à ces constats, je rappelle simplement que lors des Assises nationales de l'éducation et de la formation, le diagnostic a été fait et après le diagnostic, les recommandations ont commencé à être mises en œuvre. Maintenant, le propre du système, c'est que pour qu'on puisse arriver au bout, il faut un temps. Et c'est là où nous sommes. Les problèmes sont là, nous les avons diagnostiqués et nous avons commencé à trouver des solutions aux problèmes. Je prends l'exemple des infrastructures scolaires. Aujourd'hui, il y a un programme de résorption des abris provisoires qui est en œuvre. La première phase, d'ailleurs, a commencé. Je sais que sous peu,
on va terminer cette première phase et on va attaquer la deuxième phase. Je pense effectivement que c'est de cette façon-là qu'il faudra procéder par étapes. C'est vrai que ça va nous prendre du temps, mais je pense que ça va prendre le temps qu'il faut pour régler définitivement cette question-là. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de problèmes structurels. Effectivement, c'est des problèmes structurels. Nous avons arrêté de traiter les problèmes conjoncturels et de penser qu'on a réglé tous les problèmes du système éducatif sénégalais. Nous sommes dans le structurel maintenant. Cela n'explique pas, bien entendu, le traitement curatif à un moment donné, si le besoin est là. Par rapport aux ressources humaines qu'il a évoquées, ça, c'est des difficultés que le système éducatif a depuis quand même des années. Parce que, rappelez-vous, l'école normale supérieure formait des enseignants qui étaient automatiquement recrutés dans la fonction publique. Ce passage direct n'existant plus, l'école normale supérieure étant transformée en faculté, ce passage direct-là n'existe plus. Ce qui fait que l'État, en fonction du besoin exprimé, saisit la FASTEF pour une formation en fonction des besoins. Vous allez me dire pourquoi l'État n'a pas commandé à avoir beaucoup d'enseignants. Bien sûr. Alors, l'État, dans son programme, dans son budget, c'est vrai, ne fait pas que de l'éducation, même si l'éducation est à la base de tout. Il y a un besoin de l'éducation à satisfaire, mais également il y a d'autres besoins à satisfaire. Et c'est là où le rôle d'arbitrage de l'État est très, très contraignant, parce que, en définitive, on est obligé de toucher à tous les domaines pour un peu satisfaire la demande globale. Maintenant, pour ce qui concerne un peu la restauration des lycées, effectivement, il a raison. Certains lycées de notre pays, véritablement, sont vétustes et il faut les réhabiliter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un programme dans ce sens de réhabilitation des lycées du Sénégal qui a commencé. Le lycée John Fitzgerald Kennedy a terminé. Je crois que le lycée Lamine Gueye également en cours de réflexion. Donc, nous y sommes. Maintenant, peut-être que des fois, il y a des actions qui se mènent qui ne sont pas en tout cas accompagnées par l'explication qu'il faut, ou plutôt la communication qu'il faut, pour que peut-être les gens puissent savoir ce qui se fait. Mais ce programme-là existe et c'est en bonne voie. Certains lycées ciblés sont en train d'être réflexionné. Et je pense qu'après ces lycées sélectionnés au niveau de Dakar, il y aura d'autres lycées au niveau des régions. C'est vrai qu'on a un problème de ressources humaines. Il y a des choses sur lesquelles on passe souvent, qui peuvent paraître dérisoires, qui sont liées quand même à des besoins presque existentiels même des élèves. On ne peut pas rassembler 800 élèves dans un établissement primaire ou secondaire ou même lycée sans parfois des moyens d'assainissement, pas d'eau courante. Nous avons reçu beaucoup de discriminations de responsables d'établissements scolaires, parfois même du primaire, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sanitaire. C'est quand même des problèmes qu'il faut définitivement régler. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas des besoins primaires quand même pour nos enfants, oui. pour ceux qui vont à l'école. Oui, effectivement, tout comme le problème de la surveillance qu'il a soulevé tout à l'heure. Si le problème de la surveillance relève un tout petit peu du ministère de l'Éducation nationale, l'assainissement à l'intérieur de l'établissement quand même ne l'est pas. Je pense, à mon avis, effectivement, c'est le chef d'établissement avec son équipe qui doit quand même veiller dans une certaine mesure à l'assainissement du cadre. Aujourd'hui, dans plusieurs établissements, vous n'avez même pas de cadre idéal pour s'épanouir. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien. Ça, je pense que quand même, c'est au niveau interne des établissements qu'il faut. Vous savez les difficultés qu'ils vivent dans les chefs d'établissement, vous diront qu'ils n'ont pas les moyens
d'assurer ces besoins-là pour les élèves. Oui, mais quand même, il Parfois faut... même la facture de courant, l'électricité est coupée. Non. Oui, mais il faut quand même dire que les établissements ont des budgets. Non, le courant, l'électricité, à la vérité, dans les lycées et collèges, est payé par l'État. Donc, il n'y a pas Le primaire aussi, c'est le cas? Je ne sais pas. Nous avons reçu quand même mais je voulais des dire chefs un d'établissement mot du sur, primaire qui je voulais dire sollicitent. un mot Et puis sur, chaque lycée quand même a un je voulais dire budget. un mot sur le programme de réhabilitation des lycées et collèges du Sénégal. Dans l'académie de Dakar, que je connais parce que j'ai travaillé dans l'académie pendant 4 ans. Quand on a annoncé ce programme-là, on a applaudi. Je crois qu'on a restauré Lamine Gueye, réfection de Lamine Gueye. Ngalandou Diouf, c'est terminé. Kennedy, je n'en suis pas sûr. Blaise Diagne, je suis absolument sûr que ce n'est pas terminé. De la fosse où j'étais, c'est la catastrophe. Puisque l'entrepreneur est venu, il a commencé à décaper l'électricité, la plomberie, et quelques mois après, à l'arrêt. Je le dis devant le conseil du président pour dire que ça, c'est des difficultés majeures. Quand il s'agit maintenant de balayer, de planter des arbres, ça, les établissements ont les moyens humains et financiers de le faire. Et je crois qu'ils le font. Mais il y a des problèmes d'assainissement qui sont hors de portée de leurs moyens. Moi, je n'ai jamais été un chef d'établissement qui dit que l'État ne donne pas de moyens. Les parents payent des ressources additionnelles qui peuvent servir à quelque chose quand même. Jamais je n'ai dit que l'État ne donnait pas suffisamment d'argent pour gérer un établissement scolaire. Mais il y a des problèmes qui ne relèvent pas des chefs d'établissement. L'assainissement quand ça connaît certaines proportions, les réfections quand ça connaît certaines proportions est hors de portée des enseignants, de l'équipe pédagogique. Dans l'évaluation, très rapidement, c'était une bonne chose finalement, ce passage de l'école normale à la FASTEF dans la mise à disposition, ne serait-ce que dans la mise à disposition des ressources humaines. On a demandé à l'école normale de passer faculté pour former un grand nombre. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'on a senti qu'on avait besoin de plus en plus d'un grand nombre d'enseignants. Il y a eu des programmes qui ont eu un effet positif à l'élémentaire d'abord. On a eu un flux assez important d'enfants qui sont allés à l'école. Maintenant, ils sont au collège et au lycée. Nous avons besoin de beaucoup plus de ressources humaines. L'école normale, la FASTEF, est capable de former ces gens-là. L'Université de Saint-Louis est capable de former ces gens-là. Mais vous êtes au courant de promotions qui ont été formées et qui ne sont pas recrutées. Je sais que dans certaines disciplines, il n'y a pas de besoin. Mais dans d'autres besoins, l'école normale est capable de former à suffisance les professeurs. Mais comme il l'a dit, l'État n'a pas qu'à gérer l'enseignement ou l'éducation, mais je rappelle que l'éducation, c'est l'endroit où on met tout ce que nous avons de plus cher. Les enfants de la République, pour leur permettre d'avoir les outils de développer leur pays. Personne ne développera le Sénégal à la place de nos enfants. Il convient de remettre au centre de toutes les préoccupations et il y a des possibilités de recruter des enseignants. Il y a des programmes, quand le gouvernement veut augmenter le nombre de députés, il l'augmente. Quand ils veulent créer une autre chambre, ils la créent. Quand ils veulent financer discrètement les partisans, ils le font. Il y a beaucoup de programmes. Par exemple, les bourses familiales. On dit que c'est pour aider les plus pauvres. C'est un filon social. Mais on peut faire un recrutement en opérant une discrimination positive. Il y a des services sociaux qui peuvent mener des enquêtes. Vous êtes une famille démunie. Il y a quelqu'un qui a le certificat. Il peut aller à la police. Il faut dire que c'est adossé aussi sur une enquête. Je pense qu'on peut le concéder. Il n'est pas dit... Les bourses ne sont juste pas attribuées... Je ne suis pas convaincu de cela. Je ne suis pas convaincu non plus de l'efficacité. Je crois que
quand on recrute un enseignant dans une famille, un policier dans une famille, un gendarme dans une famille, il redistribue son salaire dans la famille et il tire cette dernière de la pauvreté. Moustapha Faye, ancien proviseur du lycée de la Fosse, philosophe, ancien professeur de philosophie. Il a encore la déformation du prof de philosophie. Il veut qu'on lui termine ses derniers mots en C. Moi, je ne sais pas le dire parce qu'il y a très longtemps aussi que je ne suis plus dans les classes, même si je suis encore loin de la retraite. Nous allons évoquer un dernier point quand même qui est essentiel dans cette émission aussi, pour laquelle nous vous avions invité. Vous êtes philosophe, deux brillants collègues philosophes à vous, Boubacar Boris Diop, Souleymane Bachir Diagne, entretiennent un débat depuis quelques jours, un débat épistolaire qui relève certainement le niveau du débat, mais qui repose un problème central dans l'éducation au Sénégal, sur fond de théorie de Cheikh Anta Diop pour l'introduction de l'apprentissage de nos langues nationales dans le système éducatif. Diamé Diouf, est-ce que ceci est en discussion dans les arcanes du pouvoir et dans notre système éducatif pour renforcer encore l'introduction des langues nationales? Mais naturellement, l'introduction des langues nationales dans le système éducatif est au cœur des actions du gouvernement. Sinon, on n'allait pas avoir une direction de l'alphabétisation. Mais depuis le temps qu'on en parle quand même, peut-être qu'il serait temps soit de décider de le faire ou de ne pas le faire, mais qu'on franchisse des étapes. Ah oui, ça se fait. Les langues nationales sont enseignées dans les établissements. Ça se fait. Maintenant, peut-être que vous voulez que ça aille jusqu'à quel niveau? C'est là la question. Mais les langues nationales sont en train d'être enseignées au niveau des établissements. Mais je voudrais... Vous voyez, on les réduit souvent d'ailleurs sur le concept d'alphabétisation, c'est-à-dire d'initier ceux qui ne sont pas instruits en français à les initier à écrire avec la langue nationale. Peut-être les mettre au même niveau que les langues aujourd'hui de pratique. Mais vous savez que même l'alphabétisation, c'est tout un programme. L'alphabétisation, c'est tout un programme. Aujourd'hui, Abdoulaye, regardez ce qui se passe, par exemple, dans votre métier. Les journaux, vous les écrivez dans quelle langue? En français. Oui. Alors, aujourd'hui, quel est le pourcentage d'individus, de personnes qui lisent les journaux écrits? Bon, je plaide pour la radio, hein. On fait en français et en wolof. On fait d'ailleurs très souvent en wolof. Mais ça, c'est l'écoute. Oui. L'écoute. Et ce qu'on écoute, on devrait être en mesure de le traduire en écrit. Voyez-vous, la question, elle n'est pas aussi simple que ça. Il faut d'abord l'alphabétisation. Il faut aller au-delà de l'alphabétisation. Et puis, maintenant, commencer à réfléchir, à théoriser, à faire des théories, à découvrir des règles comme les Descartes et autres pour aller vers le développement. Mais cette façon, on ne doit pas s'en sortir parce que, reparlons véritablement de la presse. La presse va vous dire, mais si j'écris en wolof, il n'y a pas beaucoup de monde qui va le lire. Donc, par quoi on commence? Voilà, donc... Par quoi on commence? Je pense que c'est d'abord de dire nos langues nationales, nous en avons besoin. Encore qu'il n'y a pas que wolof, je le précise. Oui, nos langues nationales, nous en avons besoin pour se développer. Parce que nous devons réfléchir en langue nationale, écrire en langue nationale et peut-être produire en langue nationale. C'est pourquoi ce débat-là qui s'est instauré entre Boris et Bachir, moi, je pense que c'est un débat c'est deux opinions qui ne se superposent pas. C'est deux opinions également qui ne s'opposent pas. C'est deux opinions qui ne se succèdent pas. C'est des opinions qui se complètent. Et j'ai bien aimé la synthèse du poète Amadou Lamine Sall qui dit « Entre Boris et Bachir, c'est le même champ. Mais la semence n'est pas la même, encore moins le modèle de labour. Boris, il apporte véritablement son militantisme en défendant Cheikh Anta. Bachir, il apporte sa pensée critique en disant, écoutez, nous sommes dans l'espace universitaire quand même qui est caractérisé par une certaine liberté. Merci. Je ne peux pas en parler sans dire quand même
Pendant 1 an, j'ai suivi les cours de Souleymane Bachir Diagne. Il a été mon professeur en licence de philosophie. Quand j'ai lu à travers les réseaux sociaux l'article de Boris, je me suis dit que sans avoir lu auparavant l'article de Bachir incriminé, que ça, ce n'est pas Bachir Diagne. Bachir d'abord est philosophe. Le socle de la philosophie, c'est la modestie. Bachir connaît Cheikh Anta Diop. Il y en a qui prennent le mot quand même. Hein? Oui, Bachir connaît Cheikh Anta Diop. Bachir, je me rappelle que Bachir nous a parlé un peu de Leibniz en disant qu'il disait tout le temps calculons, pour dire que dans tout débat, dans chaque opinion, il y a une part de vérité. Vous ne pouvez pas enseigner ça et rejeter en bloc Cheikh Anta Diop. Donc ça, je devais le dire. Mais au-delà de l'opposition, au-delà maintenant, voilà. Maintenant, pour venir au débat de fond, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on cherche? On veut promouvoir l'homme sénégalais, on veut promouvoir nos valeurs culturelles en enseignant dans nos langues. On veut un système éducatif efficace. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais nous devons nous donner les moyens de construire un système éducatif adossé